Aujourd'hui, nous recevons donc Fabien Hofrechter, qui est vice-président Web3 chez Vivendi, un des plus grands groupes français, qui est un groupe de communication très connu, avec des marques comme Canal+, Havas, etc. Et Fabien pilote la stratégie Web3 et aussi la stratégie intelligence artificielle dans ce grand groupe français. Donc c'est pour ça qu'on voulait absolument le recevoir et parler de ça avec lui. Et en plus, il a une implication en politique puisqu'il est aussi maire de Verneuil-sur-Seine. Et c'est un petit peu l'objet aussi de ma première question. J'en profite, Claudia, si tu es d'accord. Oui, d'habitude c'est moi, mais vas-y. D'habitude c'est toujours Claudia, mais là je vais me lancer. Et je me dis, pour une fois, là, on a vraiment quelqu'un qui est très impliqué dans l'industrie et très impliqué en politique aussi, donc qui est évidemment impliqué dans des visions long terme du Bitcoin, des crypto-monnaies et de l'IA. Donc, restons d'abord sur la crypto-monnaie, la reine des crypto-monnaies, le Bitcoin. Fabien, tu as écrit des choses là-dessus sur ton blog et ailleurs. Première question un peu provocante, c'est est-ce que le Bitcoin est de droite, puisque tu es impliqué dans un parti qui est plutôt classé, on va dire, libéral. Et comme justement les porteurs du projet Bitcoin étaient des cypherpunks, ce sont des libertariens américains qui avaient cette notion qui est quand même empreinte maintenant, qui est impliquée dans la droite française, qui est des notions de sécurité, de liberté, d'entreprise individuelle, etc. Est-ce que le Bitcoin porte ces valeurs pour toi, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit faire partie du paysage beaucoup plus global? Est-ce qu'il y a une empreinte comme ça politique et philosophique dans le Bitcoin? Pour moi, le Bitcoin et la blockchain avec elle, ça a toujours été un objet très idéologique, très politique, pour commencer. Vous savez, la crypto-monnaie, par définition, c'est de la valeur digitalisée. Et j'aime bien dire finalement qu'au-delà d'être de la valeur digitalisée, ce sont des valeurs digitalisées. C'est vraiment un ensemble d'idéologies, des cypherpunks jusqu'à aujourd'hui, des choses qui ont par ailleurs beaucoup évolué, on pourrait y revenir. Habituellement, je dis toujours, un peu en parodiant ou en plagiant Einstein, la technologie, c'est ni de droite ni de gauche. La technologie, c'est ce qu'on en fait. Et si, historiquement, la technologie blockchain était plutôt anti-banque, en 2008, suite au crack qu'on a pu connaître, eh bien, force est de constater que la technologie décentralisée est en train de revenir dans les mains d'acteurs centralisés, banque et industrie, et par conséquent, si on l'a cru peut-être hier anarchiste, hier ultra-libéral, cypher, encore une fois, eh bien peut-être qu'aujourd'hui, elle est tout simplement au-dessus et elle est juste en train d'être appropriée par l'ensemble de la société. Oui, effectivement, ça c'est toute la question. Elle est adoptée par toute la société, peu importe le profil des gens, mais aussi par les institutions. Et est-ce que ce n'est pas justement à l'encontre de ces valeurs fondamentales ? C'est le paradoxe, c'est-à-dire que historiquement, on s'est retrouvé avec une technologie qui a été créée pour remplacer les banques. C'est l'idée de Bitcoin finalement. Et aujourd'hui, on en est à se dire, oui, mais il faut bien stocker sa crypto quelque part. Et ma grand-mère, elle n'arrive pas à utiliser un ledger, elle n'arrive pas à utiliser un wallet. MetaMask, c'est encore un peu compliqué. Il faut qu'on soit simple, il faut simplifier, il faut recentraliser le point d'entrée pour pouvoir stocker ma valeur. Et finalement, derrière le mot wallet, on retrouve finalement l'esprit de la banque. Et là où la banque hier devait être remplacée, on se retrouve finalement avec un modèle où elle revient au cœur. Et d'un côté, c'est passionnant parce que on est sur un cycle quasiment entièrement réalisé. Un cycle où on a cherché une innovation de rupture et où finalement on va transformer et non pas remplacer les banques. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est une opportunité aujourd'hui pour les banques, puisque celles-ci ont du mal à aller chercher les jeunes, la génération digitale. Et finalement, peut-être que les cryptos, les stablecoins, les wallets, en étant réappropriés, vont permettre aux banques de se réinventer. Mais donc toi, tu ne crois pas à la redistribution du pouvoir ? Tu penses que l'adoption passe par la centralisation? Non, je pense que finalement, les problématiques montrent qu'on a besoin d'une certaine dose de recentralisation. Une gouvernance 100% décentralisée, en tout cas aujourd'hui, on peut parler de DAO, etc., mais aujourd'hui, il n'y a pas de DAO vraiment fonctionnel. Le modèle est intéressant, le modèle fait beaucoup réfléchir, philosophiquement, il est très enthousiasmant, mais quand on revient après dans l'ère business et aux réalités, on se rend compte qu'il y a encore un certain nombre de limites. Peut-être que demain, il y aura des modèles qui seront entièrement en DAO, mais pour l'instant, je pense qu'une bonne gouvernance, c'est une gouvernance qui, certes, peut s'appuyer sur des modèles décentralisés, mais néanmoins, et
c'est peut-être pas casquette politique qui parle, mais néanmoins revient sur une certaine forme de centralité. Oui, mais alors donc tu es d'accord que ce discours-là pourrait faire bondir les bitcoiners. Et alors on s'est croisé à Surfing Bitcoin qui était à Biarritz, le grand événement, la mecque des bitcoiners. Ça pourrait les faire bondir en se disant, mais attendez, nous, Bitcoin est basé sur un modèle donc décentralisé qui fait que tout le monde peut accéder à du bitcoin et on peut s'envoyer du bitcoin, non pas anonymement, mais de manière pseudonyme, on va dire. Alors que là, si maintenant ça revient de manière centralisée chez les banques, alors les banques pourront à nouveau dire, vous n'aurez pas accès à un bitcoin parce qu'on ne veut pas. Ou alors telle transaction Bitcoin, on ne l'accepte pas parce que telle personne est blacklistée, etc. Peu importe, il y a plein de raisons. Et donc on revient dans un système, effectivement, où la liberté n'est plus, la liberté d'échanger sur les réseaux n'est plus là. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu assumes? Alors je vois bien que le système devient, pour l'adoption, comme dit Claudia, pour l'adoption massive c'est nécessaire, mais est-ce qu'il y aura toujours un espace de liberté? Un peu comme sur Internet où maintenant, avant c'était censé être il y a 25 ans un espace de liberté totale. On voit bien que c'est contrôlé par 5 entreprises. Est-ce que ça va devenir la même chose pour les cryptos finalement? La semaine dernière, c'était le sujet qui animait l'Assemblée nationale, à savoir si la liberté sur Internet, c'était quelque chose qui devait perdurer ou pas. La réalité, c'est quoi? C'est qu'on peut en débattre pendant des heures, avoir un débat philosophique, politique, idéologique. Au final, il y a des éléments techniques qui vont quand même préempter la question. On peut dire qu'on ne veut plus de liberté sur Internet et qu'on veut être toujours, j'allais dire KYC, mais le bon mot, c'est identifié, authentifié. C'est bien de le vouloir, mais il y a une réalité. Et la réalité, c'est qu'avec un VPN, je peux toujours sortir de mon pays et dépasser les règles qui auraient été posées, par exemple, par la France. Donc, pour moi, aujourd'hui, la question, il faut la poser un petit peu différemment. Bien entendu qu'il y aura toujours ce modèle très décentralisé qui rend des nouvelles choses possibles. Mais néanmoins, on n'est pas anonyme sur Internet, on est au mieux pseudonyme, et c'est peut-être pas plus mal, que ce soit pour Bitcoin ou que ce soit pour une information, c'est bien finalement d'avoir une certaine zone de liberté dans laquelle on peut tout à fait développer des produits, développer des projets, des investissements, mais néanmoins avoir un espace quand même protégé, et pour qu'il soit protégé, il faut une dose, non pas de traçabilité, non pas d'identification obligée, mais néanmoins de contrôle. J'adore le parallèle avec le VPN, j'y avais pas pensé, c'est une super idée parce que effectivement aujourd'hui ceux qui ont la maîtrise de la technologie internet, ils downloadent un VPN, ils le paramètrent et c'est comme s'ils se connectaient d'Angleterre ou d'Italie et effectivement ils bypassent les règles françaises et je dis toujours à ceux que l'on forme, Claudia et moi on donne beaucoup de formations dans le domaine Web3 et on explique si vous maîtrisez le wallet et si vous arrivez à comprendre ce que c'est que du cash digital qui appartient à vous dans votre wallet, alors vous aurez un temps d'avance, vous aurez un train d'avance sur tous ceux qui passeront par leur banque pour échanger de la crypto. Et ça, je suis d'accord. Et ceux qui maîtrisent la technologie auront toujours un train d'avance et pourront... alors, l'idée, c'est pas forcément d'échapper aux lois, comme tu dis, mais c'est de s'ouvrir un espace de liberté peut-être plus important. Mais bon, ça, après, c'est philosophique. Oui, mais donc, ça veut dire qu'on doit... pour garder cet espace de liberté, on doit contourner la loi. Parce que le VPN, c'est quand même c'est quand même un contournement. Je contourne l'obstacle. Mais donc, en fait, moi, ce que j'ai du mal, en fait, à me projeter à 5 ans en me disant, OK, on passe d'un système complètement décentralisé, libertaire, à un système qui, on le voit, plus les semaines passent, plus il est récupéré, ou en tout cas, il y a des grosses tentatives de récupération par les banques. On sent qu'on contrôle pas tout, qu'il y a des choses qui se négocient dans l'ombre. Mais donc, on ne pourra pas aller vers un monde où on choisit de décentraliser sa finance ou de la centraliser parce qu'on n'y comprend rien et qu'on a envie de se décharger. Si la banque reprend le pouvoir, il n'y a plus de distribution du tout de pouvoir. C'est-à-dire que, sauf si je prends l'image du VPN et que je contourne, mais alors je suis en marge de la loi. Donc et en fait, je pense qu'il y a une grande inquiétude dans le Web3 pour le moment. D'abord parce qu'on est en bear market, qu'il y a plein d'entreprises qui vont pas bien, il faut le dire, malgré ce qu'on peut voir sur les réseaux. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont pas bien. Les cryptos chutent. Mais la question derrière tout ça, c'est qu'est-ce qu'il va advenir s'il y a une récupération totale? Parce qu'alors, ça n'a plus de sens. C'est une monnaie d'État en plus. C'est ce que j'allais dire. Quand on parle de banque, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de banque de retail ou est-ce qu'on parle de banque centrale? Et aujourd'hui, il suffit d'aller sur d'autres continents géographiques pour se rendre compte des risques qu'on peut encourir. Moi, j'ai plein de petites histoires, mais il suffit d'aller se tourner en Chine. En Chine, on a déjà une monnaie d'État. Ce que je raconte à chaque fois, c'est que j'ai eu l'occasion en 2018 d'aller en Chine pour la première fois. Et
il se trouve que je ne pouvais rien acheter parce que je ne pouvais jamais télécharger les applications d'État, quasiment, Alipay, WeChat Pay, puisque je n'étais entre guillemets qu'un étranger. Je ne pouvais donc pas les télécharger sur mes téléphones. J'ai pris, comme tout bon touriste qui venait pour la première fois, du cash à l'aéroport. Je n'ai jamais pu le dépenser puisque personne n'acceptait le cash. Personne n'accepte le cash. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le dernier jour, je me suis dit, faut quand même que je dépense ce cash. Donc j'ai pris un taxi pour retourner à l'aéroport. J'ai voulu payer le taxi avec le cash. Il m'a engueulé en chinois et je ne parle pas bien chinois, pas du tout. Donc du coup, je n'ai pas compris. Il m'a emmené au commissariat de police et je me suis retrouvé entouré par des dizaines de policiers chinois qui ne parlaient pas anglais avant qu'un des leurs finisse par venir m'expliquer que mon cash était du faux. Ah bon? Et que par conséquent, je ne pouvais pas payer le taxi avec des faux billets que j'avais pourtant pris dans un distributeur. Tout ça pour dire qu'en France, on a oublié la fausse monnaie. Depuis l'euro, on a oublié tout ça. Mais dans les autres pays du monde, ce sont des vraies questions et la digitalisation était d'abord un outil pour sécuriser la monnaie. Sauf que la réalité, c'est quoi? C'est que derrière, en voulant sécuriser la monnaie, on a créé, j'allais dire presque un monstre, on a recentralisé la valeur certes, mais aussi les valeurs, on a recentralisé l'identité quasiment des citoyens, des habitants, et en Chine, on va avoir un contrôle total par l'État sur les wallets, sur les banques, on a mêlé les deux, on a créé du cash digital qui est finalement un outil pour tracer, et là-bas d'ailleurs, on a quasiment le cash digital qui est relié au point sur les passeports, on relie l'identité, la citoyenneté, la valeur, les valeurs, on aboutit à un monstre, comme je le disais auparavant. Et c'est ce qui est intéressant, c'est est-ce que finalement, quand on cherche trop de sécurité, est-ce qu'on ne perd pas un peu de sa liberté? Est-ce que vouloir trop de sécurité, c'est donner l'occasion à l'autre de prendre le contrôle? C'est un peu l'histoire que tu racontes. On a voulu aller contre la fausse monnaie, contre le risque, on a voulu plus de sécurité, et on a engendré un monstre qui fait qu'aujourd'hui, on sait exactement. Et puis, qui sait, ici oui. En France, on est encore en démocratie, mais on a vu pendant le Covid au Canada, les gens c'était les gens qui manifestaient, on leur bloquait leur compte. Donc c'est les vraies questions philosophiques. Oui, ça date de Montesquieu déjà. Quand on réfléchissait à la démocratie au XVIIe siècle, on se demandait quelle est la part de liberté et la part de sécurité, la part d'oppression. Enfin bref, ça continue, mais c'est vrai que Justin Trudeau, comme tu dis au Canada, s'il avait eu la CBDC, donc une monnaie numérique électronique, il aurait bloqué les comptes des manifestants anti-Covid. Ça c'est certain, puisqu'il a appelé les banques en disant « j'aimerais bloquer les comptes ». Et les banques ont dit « non, mais on peut pas vous obéir, on a quand même des règles ». Mais on voit bien, donc j'aimerais t'emmener sur le débat politique, parce que tu parlais de l'Assemblée nationale la semaine dernière. Donc là, nous sommes début octobre, et je serais curieux de savoir quelle est ta vision de la régulation qui s'installe. En Europe, on en parle souvent avec Mika ici, et en France, quel est l'état d'esprit des hommes politiques? On a l'impression qu'ils sont un peu largués, qu'ils se rattrapent. Donc toi, tu es vraiment très informé. Comment ça se passe en France, la régulation? Alors, pour prendre les sujets les uns après les autres, d'abord, le débat liberté versus sécurité, c'est un débat profondément philosophique depuis des siècles. Le problème, c'est que derrière, pour tenir un tel débat, et surtout dans un monde numérique, il faut être très averti. Il faut comprendre la technologie et pas juste en surface. Or, en France, comme dans tous les pays du monde, si je puis me permettre, on a malheureusement une vraie lacune en termes de formation et d'information. Et on manque d'écoles du numérique dédiées pour les exécutifs ou pour les politiques. Aujourd'hui, un COMEX qui ne comprend pas ce que c'est l'IA, ce que c'est le Web3, c'est un COMEX qui n'est pas fonctionnel. De la même manière, un parlementaire qui ne comprend pas comment fonctionne le Web3, l'IA, ou même des technologies très simples, on parlait de VPN tout à l'heure, quand on voit les débats qu'on a pu avoir ces derniers jours à l'Assemblée nationale en France, c'est extrêmement alarmant sur le degré de connaissance de ces sujets, et par ailleurs, répliqué à d'autres champs, on peut s'inquiéter plus globalement sur la manque de connaissance des sujets techniques au sein de nos assemblées. Mais c'est la limite de la démocratie. La démocratie, par définition, c'est accepter d'être représenté par des gens qui ne sont pas des experts par ailleurs. Et pour moi, c'est pas forcément une mauvaise chose. Par contre, bien entendu, il faut trouver un équilibre entre une technocratie et une démocratie. Parfois, on a quand même besoin d'avoir des techniciens lorsque il s'agit de réguler, d'encadrer des choses qui sont complexes. Or, le monde est de plus en plus complexe, le monde numérique est de plus en plus complexe lui-même, et dans ce contexte, il faut réussir à avoir un certain nombre de bases. Et pour moi, le débat liberté versus sécurité, c'est celui qui devrait être posé au quotidien. Et ce qui m'attriste finalement, c'est que les technologies éthiques,
elles existent, parfois pour résoudre des problèmes politiques immenses. En ce moment, en France, on a un grand débat sur l'accès à un certain nombre d'informations, par exemple à de la pornographie. Comment on fait pour que la pornographie ne soit pas accessible pour les moins de 18 ans? Les technologies, elles sont possibles. Le problème, c'est qu'on part souvent sur des débats politiques, pour pas dire idéologiques, idéologisés, et des solutions qui sont intenables. Aujourd'hui, il n'existe pas de solution simple pour pouvoir vérifier des âges, à part accepter finalement de vérifier l'identité, mais ce qui pose énormément de questions derrière. Et là, je parlais de pornographie, mais ça pourrait être sur n'importe quel autre type d'information, y compris sur des informations financières, y compris sur des informations crypto-financières. À titre personnel, je pense qu'on sous-estime énormément l'apport futur et prochain des NFT. Et je pense que les pays qui ont compris les technologies regardent de ce côté. Aujourd'hui, je peux certifier, contrôler, authentifier du contenu grâce aux NFT. Et cela de manière éthique et transparente. Mais il faut appréhender la technologie au dehors du NFT qui est un singe qui tire la langue. Il faut appréhender la technologie de manière complètement neutre, comme je le disais tout à l'heure, et voir ce qu'on peut développer avec elle, plutôt que d'essayer de résoudre des solutions avec un mauvais outil. Je bondis parce que chaque fois je dis que les NFT, c'est effectivement pour moi l'avenir. Le token unique, c'est l'avenir de la digitalisation des actifs, de la numérisation du monde finalement. Je vais peut-être faire une passerelle avec l'intelligence artificielle. Tu as écrit un article qui dit que les créateurs devraient à l'avenir protéger leur création via des NFT sur la blockchain pour que l'IA, pour justement distinguer les créations de l'IA, des créations automatiques on va dire, des créations plus humaines. Donc tu ramènes le NFT par rapport à des problématiques d'intelligence artificielle, je trouve ça intéressant. Mais oui, moi j'allais bondir parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais on s'appelait NFT Business et on s'appelle maintenant Techno Impact. Et en fait, comme quoi tu vois, là tu parles souvent de formation et d'information, l'importance de former les gens. Et pourquoi on a changé de nom? Parce que nous, on était convaincus, surtout Benjamin, moi, un peu moins, j'avoue, mais Benjamin était convaincu que le NFT était une solution d'avenir, qui allait régler beaucoup de problèmes. Le problème de la vérification, de la validation, de l'identification, et encore plus à l'ère de l'IA, puisqu'on est quand même à l'ère des fake news, et comment va-t-on vérifier la véracité des contenus? Donc, en ça, Benjamin rejoignait ce que tu disais. Et moi, je lui disais non, on ne doit pas se contenter de s'arrêter à un mot, parce que ce mot, en fait, a été complètement galvaudé. Et donc, aujourd'hui, les mots, c'est un mot qui est banalisé, parce qu'en fait, c'est un mot qui n'a jamais exprimé ce qu'il était réellement. Il n'a jamais exprimé la technologie, il a exprimé une tendance artistique, techno-artistique. Oui, les fameux singes donc, qui tirent la langue, les fameux Bored Ape qui ont fait la une de la presse tout le temps. Et donc aujourd'hui, nous, on le voit, on est confrontés, on forme des entreprises. Et quand on arrive, si le premier mot qu'on dit est NFT, c'est fini, ils n'écoutent plus. Ils nous prêtent pour des charlots. Oui, c'est comme le Bitcoin. Alors que c'est une vraie réponse. Quand on dit Bitcoin, tout le monde s'en va. Non, aujourd'hui, quand tu dis les gens sont... prendre le sujet à l'envers. Oui, vas-y. Le sujet à l'envers, et je prendrai quels sont les principaux problèmes du numérique dans les prochains mois. Premier problème, franchement, c'est la disparition du cookie tiers. Oui. C'est la révolution de 2024. La solution, elle n'existe pas si on regarde les modèles traditionnels. Aujourd'hui, si je veux remplacer le cookie tiers, ou du moins accompagner cette révolution à venir, et qui de toute manière est un mur sur lequel les industries créatives et médias vont se fracasser, puisque de toute manière Google va les supprimer en 2024. Si on veut trouver une solution au cookie tiers, il faut accepter deux choses. Il faut accepter d'un côté que c'est terminé, qu'il n'y aura plus de traçabilité parce qu'en fait les utilisateurs, les internautes cherchent de la transparence et de l'éthique, et par conséquent accepter un modèle inversé. Peut-être qu'on peut créer des comptes utilisateurs sur lesquels ils paramétreront les données qu'ils acceptent de partager aux annonceurs, et par conséquent de reprendre le pouvoir en transparence. Ça s'appelle un token, un NFT, peu importe du jargon, mais c'est en tout cas la solution technique. En miroir, problème de certification des contenus, à l'heure des deepfakes, à l'heure des fake news, il y a plusieurs solution, soit on ne fait rien, et auquel cas on voit qu'on va dans le mur, encore une fois, parce qu'il n'y a pas d'alternative. L'IA générative, c'est le Web 2 à l'étape ultime. L'IA générative, c'est la possibilité de créer de l'information et du contenu de manière infinie et de manière incontrôlée. Alors qu'on a la solution pour éviter les dérives de ce Web 2++, avec l'IA générative, on a la technologie. La technologie, c'est simple, il faut obliger, et si j'étais régulateur ou législateur, je dirais, il faudrait qu'il n'y ait pas de contenu produit par IA générative
qui ne soit pas NFTisé, ou du moins qui ne soit pas certifié. Tout contenu créé par une IA, je devrais pouvoir savoir qu'il a été créé par une IA. Savoir s'il a été créé entièrement par une IA ou en partie par une IA. Et quelle IA? Et par quel algorithme? Tout ça, ce sont des choses qui sont simples. NFTiser un contenu, on sait le faire. Oui. Et je raconte cette histoire. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'étais attaché de presse. J'accompagnais plein de marques et j'ai vu un de mes clients, à l'époque, Vinci, qui s'est fait hacker son cours de bourse par un faux communiqué de presse. Tous les journalistes qui avaient eu le faux communiqué de presse, ils savaient par cœur, ils savaient très bien que c'était un faux, ils l'ont pas utilisé. Alors comment ça se fait que ce communiqué ait quand même été viral? Parce que le chatbot de Reuters, il l'a pas vu. Aujourd'hui, toutes les marques digitalisent, NFTisent leur communiqué de presse, elles ne le savent même pas. Ce sont leur software leur logiciel de newsroom qui le font pour eux. Ils s'en rendent même pas compte. Ce sont les ePressPack et autres concurrents qui vont le faire pour eux parce qu'on protège les contenus. Alors on parle de blockchain, on parle de NFT, mais finalement c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être le but ultime de la technologie lorsqu'elle disparaît pour apporter une vraie solution. Oui, d'ailleurs, il y a déjà plein d'outils qu'ils proposent de façon native. Je pense que c'est Photoshop qui propose de NFTiser ton contenu. Et comme tu dis, en fait, le mot est effacé derrière l'usage. Et malheureusement, aujourd'hui, ce mot reste trop empreint d'une hype qui a été trop courte. Mais effectivement, la réponse, elle est là. Et aujourd'hui, on se demande comment les verticales métiers, en tout cas les outils liés à chaque vertical métier, ne se disent pas, tiens, c'est la solution. Parce que franchement, à l'heure de l'IA... Je suis pas d'accord sur un sujet. La hype, elle n'a pas été trop longue. Enfin, elle a été beaucoup trop longue. Pas trop courte, vraiment trop longue. Parce que cette hype, elle a effacé complètement une tendance qui n'est pas juste ponctuelle. Et je suis d'accord avec ce que vous disiez tous les deux tout à l'heure. Aujourd'hui, le mot NFT fait peur aux entreprises parce qu'elles voient un singe qui tire la langue, encore une fois. On n'en est plus là. Le NFT, c'est peut-être plus le bon mot. Il faudrait parler d'autre chose. Moi, j'aime bien parler à titre personnel de copyright digital. Je pense qu'en tout cas, c'est la solution pour bien des problèmes. Par exemple, tous les médias aujourd'hui qui voient leurs articles copier-coller trop facilement sur Internet, que ce soit sur les boucles privées, les WhatsApp, les Telegram, ou que ce soit des boucles publiques, les Twitter, les Facebook, on a pour la première fois une tech qui permet de suivre les contenus, de toucher des royalties, d'accompagner les créateurs. C'est une chance inouïe qu'offre le Web3 aux créateurs de contenu, aux créateurs tout court, aux artistes, aux journalistes, etc. Mais est-ce que les groupes de presse, bon, tu le sais, moi j'ai été DG d'un groupe de presse en Belgique pour le Elle Belgique et le Marie-Claire Belgique, et je suis toujours en contact avec mon ex-boss. Je fais toujours des missions pour eux de temps en temps, et quand je lui parle de ça, il me regarde comme si j'étais un extraterrestre. Pourtant, il est lié, il est en lien direct avec Lagardère. Et tu te dis, mais ils sont complètement déconnectés de la réalité. En fait, ils savent pas ce qui se passe sur le terrain, le consommateur, comment il consomme du contenu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un fossé entre le potentiel technologique à développer, qui serait obligatoire, qui serait un outil de survie presque pour ces médias, et la réalité qui se passe dans ces vrais groupes médias. Je vais être plus positif puisque bon, je suis chez Vivendi et donc dans un grand groupe de médias. Prisma, bientôt Lagardère, en passant par Canal+. Nous, on a pas mal de cas qui fonctionnent et on a démontré l'intérêt réel de ces technologies. On a fait plein de petits POC, plein de petits tests. La question, c'est celle de l'industrialisation. Alors, elle a été freinée jusqu'à présent souvent par les questions de scalabilité de la technologie. Aujourd'hui, les choses, elles ont quand même bien évolué et on arrive à faire pas mal de choses. Moi, je suis assez positif. Je pense de toute manière qu'on n'a pas le choix. Je pense que de toute manière, ces technologies, c'est le bouclier pour les médias, sans quoi les médias vont se retrouver face à des problématiques immenses de rentabilité, de modèles finalement. Pour moi, c'est même plus une question, est-ce qu'elles vont se prendre le mur? Le mur, il est là, c'est trop tard, soit on se protège, soit c'est quasiment terminé. Et je pense qu'il y aura des accidents industriels et des médias qui ne franchiront pas ce cap et qui disparaîtront. Oui, et puis il y a aussi les enjeux de la création de contenu, la cadence à laquelle, aujourd'hui, s'ils n'introduisent pas l'IA dans leur process d'écriture, alors je ne sais pas en France comment ça se passe, mais en Belgique, c'est pas du tout intégré. Hein. J'espère que les choses, en tout cas, vont évoluer très vite. Il y a des modèles très simples aussi qui vont, à mon avis, se mettre en place. Nous, on commence à y travailler, notamment chez Capital, au sein de Prisma Media, d'avoir des premiers médias qui soient, comme on dit, token gated, autrement accessibles uniquement sur présentation de NFT ou de tokens. C'est vraiment les prémices de modèles CRM 3.0, mieux décentralisés, structurés autour de partenariats. Et par ailleurs, ce sont des belles promesses pour les utilisateurs. Donc,
je pense que les usages vont prendre le pas sur la technologie. Je pense sincèrement qu'on ne parlera plus de NFT, qu'on ne parlera plus de blockchain, qu'on ne parlera plus de Web3 et qu'on aura simplement des usages simplifiés qui requièrent une seule chose, c'est que les techs elles-mêmes soient simplifiées. Aujourd'hui, encore une fois, le frein, ce sont les ledgers, les wallets, les MetaMask et associés. Oui, pardon, je te coupe, c'est parce qu'on imagine bien que dans les téléphones, les Android et les iPhones, il y aura un wallet intégré qui s'appellera même pas wallet, qui s'appellera vos biens digitaux ou vos avoirs, enfin votre portefeuille peut-être. Effectivement, et d'un clic directement de l'iPhone, on se connectera, comme tu dis, à un média. Et ce sera plus un login mot de passe, ce sera carrément un petit token sur la blockchain qui sera ultra sécurisé, qu'on pourrait peut-être revendre d'ailleurs, ou qu'on pourra peut-être donner ou échanger. Mais avec le filtre d'Apple. Avec le filtre du téléphone, oui, ce sera centralisé par Apple compagnie, ouais. Et moi, j'irai un cran plus loin parce que ce sont des techs et des choses qui existent déjà. On a, en ce moment même, c'est des choses qui sortiront dans les prochains mois, prochaines années, des grands acteurs qui ont des téléphones dans lesquels, par exemple, ils ont intégré des fonctionnalités simples, type appareil photo ou caméra, qui vont NFTiser directement leur contenu, sans forcément le présenter comme ça, évidemment, pour pouvoir certifier, protéger ces contenus, tracer ces contenus. Demain, en tout cas, il ne faut plus qu'il y ait sur Internet des vidéos ou des photos sans qu'on sache si ce sont des contenus humains, des contenus produits par la machine, des contenus alliant machine et humain. Bref, aujourd'hui, dans le monde de la création, on ne peut plus faire l'impasse sur la notion simplement de propriété. Oui, quand on voit que Elon Musk va lancer un téléphone Twitter, il est possible qu'effectivement Apple et Android soient concurrencés par des dizaines de fabricants de téléphones qui vont vous dire, avec mon téléphone, vous pourrez directement accéder à une blockchain, accéder à de la crypto, accéder à tout un tas de services et NFTiser toute votre vie, enfin vos contenus, en tout cas votre vie numérique. Voilà. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que moi je disais, le grand gagnant, ça peut finalement être l'histoire qui se renverse, être les banques. Mais si les banques elles ne saisissent pas le pas, c'est clair que ce seront d'autres acteurs. Les GAFA 3.0, je ne sais pas si ce seront les banques, ce qui serait logique et cohérent, si elles franchissent le cap et qu'elles comprennent que c'est une priorité pour elles stratégiquement, ou est-ce que demain ce seront les téléphones du futur, les hardware du futur de manière plus large, peut-être. Oui, alors, et donc sur l'intelligence artificielle, donc Fabien, donc sur question un peu basique, concernant ChatGPT, dans ton entreprise, donc dans le groupe Vivendi et Havas, est-ce que tu encourages ça? Est-ce que c'est vachement accepté? Est-ce que c'est rejeté? Est-ce que ça fait peur? Quel est le sentiment sur GPT-4? Nous, déjà, ce qu'on a lancé en tout début de la rentrée, c'est des formations quasi obligatoires pour l'ensemble des collaborateurs du groupe. Et ça passe par là, c'est de la formation obligatoire à l'intro sur l'IA et au prompt. Ça paraît idiot, mais en fait, c'est l'urgence. L'urgence, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'expliquer à l'ensemble des collaborateurs comment ça fonctionne. C'est pas juste les comités exécutifs, c'est aussi les assistants, c'est aussi les consultants, c'est vraiment très transverse. Ensuite, nous, on a une devise, c'est on encourage les collaborateurs à jouer avec la tech. On joue avec la tech, mais on ne l'utilise pas pour les business. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre à s'emparer de la technologie, mais par contre, il y a des questions de propriété intellectuelle qui font qu'on ne doit pas utiliser la technologie n'importe comment. Bien sûr. On est en train de travailler des partenariats et on aura l'occasion d'en annoncer très prochainement avec des grands acteurs, pas forcément d'ailleurs que sur du texte, parce que nous, on est un grand groupe média, d'entertainment, de la création, et du coup, c'est peut-être plutôt sur les métiers du visuel au sens très large qu'on priorisera nos partenariats. Mais encore une fois, au-delà de partenariats qui sont à venir, la priorité, ça reste franchement la formation. Ça me fait rire parce que tu sais, nous, on donne des formations, Benjamin, en mi-journée, moi en ChatGPT, et la vie faisant les choses logiquement, j'ai beaucoup de journalistes qui arrivent à moi. Et la semaine dernière, je pense, j'ai formé un groupe de RH qui sont sortis de là vraiment en se disant, mais... Et donc, ils se posaient des questions encore de base, qui est sur quoi on évalue les gens. Est-ce que je leur demande d'écrire une lettre de motivation? Je leur ai dit, mais si vous deviez engager un profil comme moi, c'est ce que vous allez me demander, vous allez m'évaluer sur quoi? Et donc, tu vois, il y a des métiers qui sont des métiers clés, parce que le recrutement, enfin, dans une entreprise, c'est la porte d'entrée, quoi. Eh bien, aujourd'hui, ils sont perdus, quoi. Ils sont perdus parce qu'ils se disent sur quoi... En fait, sur quoi on va évaluer la capacité d'un individu, ouais. Pour moi, c'est encore pire, en fait, et c'est presque plus triste. J'irais un cran avant le recrutement. J'irais dans les écoles. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire une dissertation. Alors, on n'a aucun moyen de vérifier si le contenu qui est présenté par l'élève, il est vraiment créé par l'élève ou écrit par une IA.
Et franchement, pour avoir un petit peu enseigné dans quelques écoles, moi, je l'ai vu à Sciences Po Paris, c'était assez amusant d'ailleurs, c'était vraiment le truc poussé à l'extrême. Ils ont réinventé, grâce aux IA, le vieux mécanisme des blanchisseuses. Ils blanchissaient plus de l'argent, ils blanchissaient des contenus. C'est-à-dire que comme ils savaient qu'ils allaient se faire prendre s'ils n'utilisaient qu'une seule IA, ils prenaient un contenu créé par une IA, ils le passaient dans une deuxième, dans une troisième, dans une quatrième, dans une cinquième, la possibilité de pouvoir avoir les détecteurs d'IA. Bref, aujourd'hui, de toute manière, c'est toujours pareil, que ce soit dans la crypto, que ce soit dans l'IA, moi j'allais dire pas les bandits, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, les méchants, les usages négatifs, entre guillemets, vont toujours beaucoup plus vite que les usages positifs. Maintenant, évidemment, que ce soit pour la rédaction ou que ce soit de manière plus transversale sur un certain nombre de métiers, la question c'est quel va être l'impact réel. Est-ce qu'on va détruire le monde du travail tel qu'il est aujourd'hui? À titre humblement personnel, mais c'est une conviction que j'ai, on ne va pas détruire le monde du travail. On va pas, même peut-être pas détruire des emplois, on va transformer des emplois. Ce que je dis toujours, c'est qu'aujourd'hui, si on prend juste, je sais pas, la population mondiale, on dit toujours, il y avait eu une étude, je crois, de l'université de Queensland, qui disait en gros 82% des gens savent ce que c'est l'IA, et la moitié, 50%, ils savent pas du tout à quoi ça sert. Et derrière, pire que ça, quand on allait un petit peu dans les données, on se rendait compte, en gros, le marché de l'IA, en 2023, il est évalué à 7 000 milliards de dollars. Et pour prendre quelques données et aller comme ça de manière très simple, faut pas imaginer qu'on va avoir ce marché qui va heurter le marché de l'emploi. On va simplement, d'une certaine manière, avoir les gens qui savent utiliser l'IA qui vont remplacer ceux qui ne savent pas l'utiliser. Et par conséquent, ce sont des nouveaux métiers qui vont émerger. Mais aujourd'hui, finalement, 60% des travailleurs sont employés dans des professions qui n'existaient pas, je sais pas, en 1940. Et globalement, on a un marché de l'emploi qui est extrêmement renouvelé. Si on regarde, par exemple aux États-Unis, 2/3 des professions sont exposées à des degrés d'automatisation. Un quart des professions verraient probablement la moitié de leur charge automatisée. On pourrait, je crois, le chiffre, c'était 300 millions à peu près d'emplois qui, du jour au lendemain, rien qu'aux États-Unis, pourraient être remplacés par des IA. Très bien. Mais c'est pas ça le sujet. C'est pas ça les données qu'il faut avoir en tête. Les vraies données, c'est de se dire simplement que demain, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux avoir affaire aux meilleurs professionnels. Et si mon médecin, il est meilleur avec une IA pour me recommander le meilleur médicament, eh bien, tant mieux. Et dans les hôpitaux, d'ailleurs, on le dit pas, mais l'IA est déjà là. Et heureusement, d'une certaine manière. Donc pour nous, encore une fois, l'IA ne va pas remplacer les employés d'aujourd'hui. Les employés d'aujourd'hui vont devoir s'emparer de l'IA parce que c'est eux qui vont remplacer ceux qui ne sauront pas utiliser l'IA, encore une fois. Oui, et de la même façon pour les crypto-monnaies aussi, parce que tiens, j'avais envie de revenir aussi un petit peu maintenant aux crypto, on a parlé de l'IA, mais j'ai envie de revenir aux crypto parce que ta vision m'intéresse, tu parlais beaucoup des banques. Est-ce que les banques vont proposer au final un paiement avec multiples devises? Est-ce que dans 3-4 ans, par exemple, à la boulangère vous dira le pain, vous voulez le prix en euros, en bitcoin, en ether, en CBDC, en crypto-euro, et alors on pourra peut-être avoir le choix entre 5 monnaies pour acheter quelque chose? Personnellement, je pense pas. Je pense que le problème, il est inversé. Le problème, il est plutôt à voir tel qu'on est aujourd'hui lorsqu'on voyage. Imaginons, je voyage aux États-Unis. Les prix sont affichés en dollars, je suis aux États-Unis. Les prix seront affichés en euros en France. Et ils seront affichés en yens en Chine. Mais je suis aux États-Unis. Moi, je suis français. Quand je vais payer quelque chose, la dame, elle va pas me demander si je veux payer en euros, en crypto, en bitcoin, en machin. Elle veut juste des dollars. Mais moi, si j'ai envie de payer en bitcoin, si j'ai envie de payer en thèse ou en autre chose, en ether, si j'ai envie de payer même dans une monnaie tierce, peu importe. C'est pas ça. Moi, j'ai le droit de faire mon propre choix. J'ai le droit de choisir la monnaie qui va être la mienne. Tant que la personne à la fin touche la monnaie qu'elle veut toucher. Alors, oui, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des échanges. Oui, il y a des questions de frais, par conséquent. Mais cela dit, c'est l'usage qui prévaut. Si demain, je peux payer dans la monnaie que je veux, et que la personne peut récupérer la monnaie qu'elle veut, et que c'est indolore, fluide, simple, eh bien, c'est peut-être ça, l'avenir auquel on va être. C'est pour ça que tu as raison, et je crois, parce que c'est pour ça que Visa investit massivement, ils font des tests sur Ethereum, ils investissent massivement dans les cryptos, parce qu'en fait, c'est Visa qui va dire, pas de problème, vous nous donnez ce que vous voulez comme crypto, et derrière, on fera le swap, effectivement, et on paiera la commerçante
comme elle voudra en fait. Et donc des deux côtés donc ça s'appelle un swap mondial, enfin c'est un immense swap. D'ailleurs sur la blockchain, ce sera un swap blockchain, parce que même les euros et les dollars seront sur la blockchain, voire même ce seront des stablecoins ou des actifs tokenisés en fait. Alors le problème, pour boucler notre propre boucle, la question de la souveraineté avec l'émergence des stablecoins. On sait, Christine Lagarde l'a dit, dans 2 ans à peu près, on doit avoir un stablecoin euro. En Chine, on a déjà des stablecoins. Aux États-Unis, on est en train de voir un marché avec la SEC en frontline qui est en train de serrer, compresser le marché des monnaies décentralisées pour imposer des stablecoins dollars. Et dans ce contexte-là, la question, ça va être vraiment celle des wallets, plus que des monnaies. Et j'ai une petite histoire là-dessus, moi, qui m'avait vraiment marqué. On est pourtant, il y a déjà 3-4 ans, on est en Slovénie. J'avais été appelé en urgence pour rencontrer la ministre là-bas. Une ministre de la blockchain, d'ailleurs, c'était assez amusant. J'étais très curieux de rencontrer une ministre de la blockchain qui m'avait expliqué qu'il y avait 2 industries tech importantes là-bas. C'était la robotique pour des questions historiques et la blockchain avec notamment Bitstamp, qui est un des fleurons en Slovénie. Et elle m'avait dit, le problème, c'est que quand on fait nos études chaque année sur les plus gros investissements étrangers, eh bien, on se rend compte que la robotique, c'est toujours le 1, mais la blockchain devient quelque chose de très important et on est curieux de savoir d'où vient l'argent pour comprendre. Et on avait fait une petite étude, on avait regardé, 100% de l'argent venait de Chine, et j'étais assez intrigué. On avait interrogé pour savoir pourquoi, elle ne savait pas, et elle avait dit, on va demander à l'ambassadeur. L'avantage de travailler avec les gouvernements. Et l'ambassade de Chine avait été très cash. Ils nous avaient dit, oui, bien sûr que c'est nous. Ah non, c'est pas du blanchiment, c'est nous en direct. Pourquoi vous êtes surpris? Au Moyen-Âge, on vous a dit qu'on voulait avoir une route de la soie jusqu'au port de l'Adriatique. Depuis le Moyen-Âge jusqu'au Habsbourg, vous nous avez dit que les ports étaient constitutifs de la souveraineté intrinsèque de l'Empire austro-hongrois, puis de la Slovénie. Yougoslavie, puis Slovénie. Et nous, côté Chine, on n'a jamais été pressés. Il a fallu attendre 2008 quasiment pour racheter le port du Pirée. Mais demain, on aura accès à vos ports. Et s'il le faut pour cela, troquer votre souveraineté monétaire par votre souveraineté portuaire parce qu'on aura acheté et investi dans vos wallets et qu'on pourra contrôler ce qu'il y a dans vos wallets, alors on le fera. L'impact, il est géopolitique, il est politique, il est sociétal. Et il est immense là où il est très incompris. Et j'étais personnellement extrêmement intéressé, amusé presque, de voir que les seuls États qui ont compris ces enjeux, c'est par exemple les pays en voie de développement et les pays bien développés type Inde, qui ont remis ce sujet au goût du jour du G20 il y a quelques semaines. Mais pendant ce temps, nous en Europe, on est en train de rater le coche. On est en train de gagner la guerre du Web3 pour rapatrier les industries en Europe, notamment avec des fleurons, les Binance, ces gros acteurs, ces géants du Web3 qui sont en train de s'implanter à Paris notamment. Mais on est en train de perdre la guerre politique et géopolitique en laissant faire parce qu'on ne comprend pas ces enjeux. Oui, à voir aussi, moi j'aime beaucoup la géopolitique, à voir si l'Empire américain nous laissera faire en Europe, parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas non plus vexer et attenter au pouvoir de l'oncle Sam. Donc lui, l'oncle Sam, il nous envoie des messages quand même, des signaux sur le dollar. Sauf si les Chinois sont plus rapides, les Américains laisseront faire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que nous, en Europe, on est bien pour réguler, effectivement. Alors, avec MiCA, on peut peut-être ouvrir une petite parenthèse MiCA, on est très en avance par rapport aux États-Unis. Au moins, on définit ce qu'est un actif numérique, on définit ce qu'est un prestataire, un PSAN, un prestataire d'actifs, on définit ce qu'est une transaction crypto, on définit beaucoup de choses en Europe, et je pense que ça va même peut-être servir aux US. Mais au final, les stablecoins seront libellés en dollars mondialement. Enfin bon, après ça c'est... On verra. En tout cas, l'euro, je pense que ce que tu dis, c'est que on a une chance d'imposer peut-être l'euro dans le monde crypto si on s'y prend bien. Finalement, c'est ça. On a une chance en tout cas d'imposer une vision, un mode. J'allais dire encore une fois des valeurs. Je pense que la force de l'Europe, ça peut être d'imposer des valeurs à la crypto-finance. Une éthique, une transparence, une certaine dose de décentralisation sans doute. Tout ça, ce sont des choses qui sont possibles. C'est pas parce qu'on aura toujours des points de recentralisation, il y aura toujours ces points de recentralisation. Même dans le livre Plan de Satoshi Nakamoto, on a des points de recentralisation, puisqu'à la fin, on a bien un endroit où est stockée ma valeur. Elle est chez moi, mais je suis la centralité. Donc d'une certaine manière, on aura toujours, au-delà de l'idéologie, des valeurs à incarner, à porter, et je pense que ça peut être la force de l'Europe face à un modèle asiatique extrêmement centralisé, mais autour de valeurs anti-citoyenneté.
et des États-Unis qui ont toujours eu un modèle axé d'abord sur la compétitivité et moins sur des enjeux quasiment sociaux. Mais est-ce que réguler était une priorité alors qu'on est face à une accélération technologique fulgurante? On n'a jamais vu une telle accélération technologique. Et je sais que je choque quand je dis ça, mais je m'en fous, j'assume. Moi, venant du contenu, j'ai fait toute ma carrière dans le contenu. Quand il a été d'actualité de se mettre aux normes GDPR pour les groupes de presse, ça a coûté beaucoup d'argent, ça nous a ralenti dans nos process de travail, etc. Et puis quand tu es dans le métro et tu regardes les gens autour de toi, qu'est-ce qu'ils font dès qu'ils ont une bannière, un pop-up où on leur demande « Est-ce que vous êtes d'accord ?» Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont tellement pressés comme des citrons, ils ont tellement pas le choix, tout va tellement vite qu'ils disent ok, allez, ok, et ils savent même pas sur quoi ils ont cliqué, ils veulent avoir accès au contenu. Et donc, bien sûr, cette loi GDPR, elle est fantastique parce qu'elle protège le consommateur. Mais est-ce qu'elle est en accord avec la façon dont le consommateur vit ? En français, RGPD. Oui. Les Belges et les Français. Moi, j'irais un cran plus loin encore. DSA, DMA, MICA. Les régulations, elles s'entassent, elles s'empilent, elles sont tellement complexes elles-mêmes pour adresser des enjeux eux-mêmes très complexes. La question, c'est pas est-ce qu'il faut, il faut accompagner les enjeux sociétaux, politiques, géopolitiques, oui, il y a besoin. Et oui, ça permet d'attirer des géants, par exemple, pour ce qui est d'une certaine attractivité. Mais derrière la question, c'est pas juste qu'il faut, c'est qu'il faut mettre les moyens. Et ça, on est très mauvais. J'ai des exemples à l'appel. En France, on va conférer à l'AMF le pouvoir de donner des PSAN, le pouvoir de donner des licences, cette capacité immense qui peut permettre de transformer d'une certaine manière le marché de la crypto. Mais d'ailleurs, on ne leur donne pas les moyens humains. Et de toute manière, même si on leur donne, puisque j'ai appris il y a quelques jours qu'on allait bientôt les leur donner, je suis même pas sûr qu'ils auront la facilité de trouver les profils, puisqu'on a très, très peu de professionnels formés. Donc derrière, on a ces questions, c'est une question de moyens, une question d'investissement, une question de valeur. De c'est vision bien aussi. Derrière, comment on fait pour respecter ? C'est comme le RGPD, oui, on dit il faut, d'accord. Mais si on a la possibilité de mettre ensuite juste une petite fenêtre et de cliquer, les gens, ils iront chercher la simplicité, la facilité. Les gens veulent avant tout de la fluidité dans l'usage. Ils s'en fichent de la loi, ils s'en fichent des cadres. Ils veulent être protégés et que ça soit fluide. Ouais, et informé. Bon, alors il y en aurait plein de choses à dire. L'AMF, effectivement, alors ils sont débordés, donc on dépose un dossier PSAN, ça prend 1 an, alors que évidemment il faudrait que ça prenne 3 semaines en fait pour qu'il y ait plein d'acteurs qui émergent en Europe, etc. Fabien, on aurait adoré que ça dure plus longtemps, mais là on est. Fabien, tu vas être obligé de revenir pour aborder d'autres sujets, parce que quand on fait nos podcasts trop longs, les gens s'en vont. Donc on va les garder avec nous jusqu'au bout. C'est très intéressant. J'aime bien que tu partes de nos questions et que tu me dises chaque fois, ou que tu nous dises chaque fois, je vais un cran plus loin ou je reviens en arrière. Très bon esprit d'analyse, merci. Donc on sera ravis d'accueillir une deuxième fois, évidemment, pour développer plein d'autres sujets. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Alors on a un nouveau site web qui s'appelle Techno Impact. Nouveau, ça fait 6 mois qu'on dit qu'il est nouveau, mais il est quand même nouveau, technoimpact.tech. Et alors c'est vrai, on trouve ça toujours un peu bateau de vous dire ça à la fin, mais n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter parce que ça nous prend beaucoup d'énergie, elle est très bien faite. Je ne suis pas du tout prétentieuse, mais elle est vraiment bien faite, c'est moi qui l'ai fait. Donc je vous invite à la lire, à vous inscrire. Et on trouve Fabien au Fresh Terre sur LinkedIn. Oui, si on peut le contacter. Je vais mettre tous les liens, notamment vers tes articles, Fabien, dans la description du podcast. On en a lu quelques-uns qui étaient très intéressants. Et ton profil LinkedIn, Twitter et TikTok. J'ai vu que tu avais 20 000... TikTok, 20 000 abonnés. Bravo, je te follow là. J'ai la chance d'être l'un des premiers maires à m'être lancé sur TikTok. Et c'est une casquette un petit peu différente, mais ça permet aussi de toucher des nouvelles populations. Les réseaux sociaux de demain, ce sera peut-être d'ailleurs des réseaux décentralisés, qui sait ? Et d'être un élu de terrain qui comprend la technologie, qui l'utilise et qui connaît les enjeux. Alors ce que j'aime bien dans ce que tu as dit, c'est que tu comprends la technologie, mais je vois que tu as une faiblesse pour l'expérience utilisateur. Donc on se rejoint. Et c'est très important parce que c'est toujours de là qu'il faut partir. Donc, on va parler des heures sur les usages qu'on a déjà pu tester même en mairie sur le Web3. Il y a des usages, il y a plein de choses à raconter, mais encore une fois, on va faire court. Ouais, on va faire compte, on va faire en deux comptes. Tu vas revenir pour parler de tout ça. Merci beaucoup en tout cas Fabien pour ton temps et bonne écoute à tous.